Bon, alors moi j'ai découvert le conservatoire occitan tout à fait par hasard. Et en fait, dans toute cette histoire-là, personnelle, en lien avec les musiques dites traditionnelles, tout n'a été qu'une affaire de hasard. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais cherché à faire quoi que ce soit. Les choses, j'ai l'impression qu'elles sont présentées à moi comme ça, au fur et à mesure. Alors par exemple, j'avais 22 ans, j'avais fait 2 ans de fac de musique que je trouvais absolument calamiteux parce que c'était inintéressant, des cours dispensés par des gens qui n'auraient jamais dû être à la fac à cette époque-là, mais c'était le début, hein. Après ça s'est arrangé quand même. Et j'en suis donc parti, avant même de passer le DUG, et je me suis inscrit à une école d'ingénieur du son à Brest, parce que j'avais envie de faire ça. Je trouvais que c'était intéressant, c'était un truc qui était à la fois dans le domaine du son, de la musique et de la physique. Et moi j'étais assez féru de physique à cette époque-là. Et puis j'avais été pris, alors voilà, j'étais sur le point de partir en septembre, c'était en 77. Hein. Et puis je jouais beaucoup du violon à Toulouse et un peu partout pour faire la manche, parce que je voulais être indépendant vis-à-vis de ma famille, des parents, etc. Et puis j'avais constaté que c'est une activité intéressante qui permettait de rencontrer plein de gens en fait. Et quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, j'ai fait des rencontres assez intéressantes avec la Manche en jouant dans la rue, de gens qui s'arrêtent, qui discutent. C'est une façon de discuter, de collecter aussi. C'est un moment de rencontre, quoi. Parce que les gens s'arrêtent, vous écoutent et vous interrogent. Et voilà. Et beaucoup de choses se sont faites avec ça. Et un jour, à Saint-Cernin, quelqu'un s'est arrêté, m'a écouté, est venu discuter avec moi, et c'était Claude Sicre. Et Claude Sicre m'a invité au Conservatoire occitan, que je ne connaissais pas du tout. Et la seule proximité que j'avais avec les musiques dites traditionnelles, c'était celle de gratter un peu au violon des musiques irlandaises, voilà, de choses qui étaient un peu dans l'air du temps à l'époque. J'avais joué à Montpellier, par exemple, avec des gens comme Parisel, quand il était jeune, un peu, et puis j'avais rencontré Jacques Bouet à l'époque, qui jouait des musiques roumaines au violon, etc. Bon, voilà, j'avais un peu cette expérience-là, mais complètement, il n'y avait rien d'organisé, quoi. Et en arrivant au Conservatoire occitan, j'ai immédiatement, alors là j'ai vraiment eu un choc. Je veux dire, quand j'ai entendu les Grailles, par exemple, jouer par Bernard Desblancs, quand j'ai vu la Boudègue, quand j'ai entendu, même si à l'époque, en 77, c'était encore très très approximatif, euh, le, 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 le grain du son, quoi, le son, une espèce de chose vraiment surprenante à la fois dans cette force du son, dans le grain de ces instruments. J'ai senti une identité forte qui m'a intéressé. Et j'ai immédiatement abandonné mon projet de Brest pour rester là, puisqu'il y avait une opportunité à l'époque, hein, en termes d'emploi dans cette association. Voilà, il y avait un violoniste qui arrêtait de travailler avec le Conservatoire occitan. Il y avait une possibilité pour moi d'y travailler. Je suis rentré comme ça. Voilà. Alors, au sujet de la Manche, et de mes rencontres avec la Manche, moi j'ai rencontré Charles Alexandre en jouant dans un resto à Toulouse, un soir. Parce que j'allais toujours dans ce resto, il était tenu par un Gascon, c'était un type qui était très sympa. Quand j'arrivais, j'avais le pouce rapière qui était servi. Je jouais 2 ou 3 rondeaux et ça marchait. Et c'était un resto qui était un peu chicos, quoi. Il y avait quand même, je veux dire, c'était à l'époque, je sais pas, aujourd'hui, ce serait peut-être dans les 60-70 euros facilement le menu, quoi. C'était quand même. Hein. Et Charles Alexandre, il bouffait là, je sais pas comment il a fait son compte, il a dû se faire inviter, je crois. Et à la fin, bon, il m'avait écouté jouer, tout ça, il était venu. Discuter avec moi, et qu'est-ce que vous faites, et tout ça, et venez me voir. Alors moi j'étais allé le voir avec Claude Sicre, justement, et là aussi on avait passé une journée formidable, quoi. Il nous avait montré tous ses instruments, on avait beaucoup discuté et tout. Et à la fin de la journée, Sicre, sans faire exprès, lui a dit qu'on était au Conservatoire occitan, et ça s'est immédiatement fermé. Je veux dire que c'était le mot qu'il ne fallait pas dire. Les portes se sont immédiatement fermées, et on n'a plus jamais pu revenir chez lui. Et je ne suis revenu chez lui qu'après son décès, quand il a fallu à la demande du délégué, dont j'ai oublié le nom, la départementale de la musique dans l'ordre, Franck Simoneau, et aussi de la famille de Charles Alexandre, il a fallu regarder un peu sa collection, essayer de l'expertiser un peu, de donner une certaine idée d'ordre de valeur, quoi. Parce que bon, il y avait différentes conduites locales autour de cette collection qui n'étaient pas très éthiquement très défendables, et la famille se sentait un peu flouée, voilà. Alors bon, j'avais quand même vu un peu ce qu'il y avait. Finalement, cette collection, c'est la Talver qui a pu la racheter après grâce à une aide, etc. Donc j'ai connu Alexandre il y a longtemps, mais une journée, et puis le rideau s'est fermé, et j'ai redécouvert toute sa collection
post-mortem, quoi, voilà. Alors après, moi, je suis jamais rentré en collectage. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été une mission, quoi, d'aller faire de la collecte. D'ailleurs, avant, je crois, je suis rentré en histoire, si on peut dire, alors plutôt en archive. Mais c'est d'ailleurs lié à la collecte, ça. Et peut-être qu'on en parlera avec Xavier aussi, parce que à l'époque, on avait fondé un groupe qui s'appelait Rigorag. Alors d'abord avec Claude Sicre et moi, puis très vite on l'a ouvert à Xavier, évidemment, qui a pu jouer avec nous. Il y avait Lafitte aussi. Il y a eu différentes personnes. Hein. Je pense à Jurier, bien sûr. Il y a eu ce musicien sétois qui jouait de la cabrette, je ne me souviens plus le nom, mais qui était Olivier Laurent. Voilà. Bon, tout ça, ça a été des gens avec qui on a joué. Et Rigorag, on avait un peu le projet utopique et naïf de reconstituer une musique du pays toulousain. Enfin, moi, je l'avais perçu comme ça. Et donc, Claude Sicre et Xavier avaient commencé à faire des collectes en lauragais. Enfin, Xavier, je ne vais pas parler à ta place. Hein. Et bon, la répartition des tâches était celle, la suivante. J'allais plutôt regarder dans les fonds d'archives toulousains s'il y avait de la matière musicale à venir nourrir ce projet-là. Voilà. Alors moi, l'histoire, j'ai toujours une certaine inclination pour ça. Mais je suis allé complètement au hasard aux archives départementales de la Haute-Garonne, en me remémorant un mot que j'avais entendu alors du coup dans la bouche d'un des violonneux, qui était le mot ménétrier. Et après avoir épuisé tous les mots-clés possibles aux archives de la Haute-Garonne, évidemment sans jamais rien trouver, parce que c'est pas le lieu où il faut aller chercher ça, mais je suis revenu chercher ménétrier, et les petites fiches cartonnées là, et je suis tombé sur les statuts de la Corporation des ménétriers de Toulouse, 1492. Et ça, cette découverte-là, qui était brutale pour moi, qui n'était pas du tout de nature à venir conforter un répertoire du pays toulousain, on n'était pas du tout à ce niveau-là, elle m'a incité à chercher dans le domaine de l'histoire sociale, de l'anthropologie historique, tout ce qui pouvait essayer de comprendre cette histoire des musiques ménétrières dans les régions d'abord du sud, là, de Toulouse et autour, et plus largement en France et peut-être même en Europe, en essayant de croiser des recherches avec d'autres chercheurs, etc. Et en même temps, un peu par hasard, attends, Guy. Il n'entend pas. Laisse-lui le son. En même temps, j'ai commencé à. Enfin, j'ai commencé. C'est pas tout à fait en même temps d'ailleurs, mais peu importe la chronologie des choses. Je me suis intéressé un peu aux musiques de violon. Voilà, moi je trouvais que dans la région toulousaine, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de ça. C'est bien après que j'en ai pris conscience. Je trouvais que le violon était en arrière-plan du mouvement revivaliste dans cette région. Parce que, ben, comme toujours, hein, on était omnibilé par des instruments emblématiques qui étaient les hautbois, les cornemuses, les flûtes, etc. Et le violon qui était un instrument passe-partout, qui n'avait pas d'identité régionale forte, en tout cas dans cette région-là, enfin en tout cas à cette époque, ben, c'était laissé un peu de côté, quoi, on va dire. Voilà. Alors après, si on allait plus loin, bien sûr, plus loin dans la Gascogne, vers la Lomagne, ou plus loin, je ne sais pas, évidemment, tout le travail qu'avaient fait les collègues des musiciens routiniers, etc., ben là, on trouvait plein de choses. Dans la région toulousaine, pas beaucoup. Et par le plus grand des hasards, deuxième hasard, une personne qui était le neveu d'un ancien violonneux du Comminges, ce violonneux s'appelait, j'ai marqué son nom, il s'appelait Antoine Lajoux. Il était de Estadens, il était mort aux environs de 1930, et son neveu avait travaillé avec Jean-Claude Morette à la Caisse d'épargne. Oui, à la Caisse d'épargne. À la Caisse d'épargne de Toulouse. Et Jean-Claude Morette, je faisais de la musique avec lui, il était accordéoniste. Et donc j'ai rencontré ce monsieur Jean Lassalle, là, tout à fait inopinément, comme ça, qui m'a dit, ben voilà, moi je suis d'une famille de violonneux, et si ça vous intéresse, je peux vous faire rencontrer les gens de ma famille. Alors, bon, évidemment, l'autre, il était mort en 1930, c'était un peu rapide pour le rencontrer, mais il restait évidemment dans sa famille des témoins intéressants, et tout l'entourage, en fait, de ce point-là du Comminges s'est montré, c'est vraiment un terreau, en fait, de tradition de violon. Quoi. Alors, on est arrivé trop tard, moi, là, c'était beaucoup trop tard, parce que le dernier violoniste vraiment qui avait joué de façon importante dans cette région-là est mort en 1978, et mes enquêtes, moi, elles datent de 89 dans ce coin-là. Mais je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une tradition intéressante et des choses même que je ne pensais même pas possibles dans cette région-là, c'est que en fait,
visiblement, des musiciens qui étaient des frères avaient joué du violon tous les deux, à deux, faisaient danser à deux violons, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas même l'idée à l'époque que c'était possible. Alors, sinon, par l'étude des musiques ménétrières, qui me montraient qu'il y avait une pratique collective historique ancienne, et dont j'avais plus connaissance là, en 1980 et quelques. C'était suffisamment fort, cette tradition-là, pour qu'on m'explique des techniques d'imitation, par exemple, au violon. Parce que les enfants, les neveux, etc., avaient encore ça dans la mémoire. Donc on m'expliquait comment on imitait la cornemuse, comment on imitait les voix des vieilles femmes, comment placer une petite cuillère dans l'ouïe, etc. En fait, tout ça, on me l'a montré. Et puis, on parlait des techniques académiques d'apprentissage. Ces violonneux qui ne savaient pas lire la musique apprenaient quand même à le tenir de façon académique en mettant une miche de pain sous le bras. Et mon prof de violon classique, lui, il m'avait dit que normalement, il fallait tenir dictionnaire. Donc, on voit bien qu'il y a des techniques de jeu, de posture corporelle, quoi, qui sont assez transversales, finalement. Voilà. Après, rétrospectivement, puisqu'aujourd'hui, je viens de terminer une assez longue recherche sur l'histoire des bandes de violon en Europe, et notamment en France. Et je suis revenu rétrospectivement en essayant de réfléchir à ces quelques collectes, de les analyser, de les réinterpréter. Je me suis aperçu qu'il y a évidemment des quantités de choses qu'on n'a jamais collectées et qui sont évidemment maintenant complètement perdues au niveau de la collecte. Par exemple, les traditions enfantines de violon. Et au musée de Grasse, par exemple, puisque moi je suis à Cannes maintenant, au musée de Grasse, il y a un violon d'enfant, un petit violon, mais qui est vraiment un violon populaire, quoi, qui n'est pas un violon fabriqué par, comme aujourd'hui on achèterait le violon un quart, un demi pour un enfant qui rentre au conservatoire et qui est petit. Ça, c'est un violon de facture populaire, et l'archer, on dirait presque un archer de tzigane. Enfin, c'est pas du tout un archer académique. Bon, et cet instrument-là, c'est un instrument qui est aujourd'hui au musée de Grasse et qui a été joué donc par des enfants de la région de Grasse. Et en travaillant un peu sur cette histoire-là, sur ces archives, je me suis aperçu que depuis le XVIe siècle, il y a un nombre considérable de violons d'enfants fabriqués en France et vendus dans les foires, et pas seulement dans les foires de France, mais dans les foires européennes, et qu'il y a là quelque chose dont on est complètement passé à côté. Par exemple, dans nos recherches ethnomusicologiques, on s'est concentré sur les traditions d'adultes. Alors là, visiblement, il y a quelque chose qui est extrêmement important avec les enfants, mais pas seulement avec les enfants, mais je pense aussi que c'était un instrument de cirque. Et le cirque, ça n'a jamais intéressé personne, à part Claudie Mercier-Dubois, qui a fait un article sur le cirque. Et puisque je viens de terminer cette recherche-là, qui parle du cirque, entre autres, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses pertinentes, historiques, hein, j'entends, sur les traditions musicales du cirque. C'est extrêmement difficile de trouver ça. Et surtout, les musiciens qui ont joué au cirque. Il se trouve que parmi eux, il y a un certain nombre de tziganes. C'est difficile de les repérer, de les nommer, etc. Voilà. Donc j'ai beaucoup de regrets par rapport à ces quelques collectes-là. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était fort, et pas seulement fort en commun. Je pense que la tradition de violon, par exemple, elle est forte partout. Le violon, il a absolument diffusé partout, j'en suis vraiment convaincu. Mais il est passé en arrière-plan. Et ça, c'est le problème, évidemment, des mouvements revivalistes, des mouvements patrimoniaux, qui, malgré eux, hein, je veux dire, c'est pas... je critique personne, là, et puis moi j'ai participé de ce mouvement-là, donc je me mets dans le lot, hein. Mais malgré eux, créent des emblèmes et vont se concentrer, se focaliser sur quelques emblèmes instrumentaux. Voilà. Et des impasses. Des emblèmes et des impasses. Et des emblèmes et des impasses. Parce que le grail, par exemple, aussi intéressant soit-il, moi j'en ai joué, c'est vraiment l'eau bois qui masque la forêt, quoi. Et derrière lui, il y a des quantités d'instruments, la clarinette par exemple, le violon, ça c'est des instruments extrêmement intéressants, l'harmonica. Bon, c'est des choses à côté desquelles on est passé. Le violon, je pense qu'on est passé assez globalement à côté dans la région toulousaine. Et puis, ces recherches historiques que j'ai menées parallèlement, qui m'ont amené dans des bandes de violon, des bandes ménétrières, des musiques collectives, des musiques harmoniques et polyphoniques, depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle. Et ça, c'est la même chose. Je veux dire qu'à l'époque, jouer du violon en bande, c'était assez bizarrement vu, compris. Et puis, jouer par exemple avec un violoncelle ou une contrebasse, je me souviens à l'époque m'être pris avec certains ethnomusicologues. Et puis aujourd'hui, bon, on a de bonnes relations ensemble, mais n'avaient pas du tout compris ces choix-là. Et moi, je les voyais dans les documents d'archives, les violoncelles et les basses de violon, jouer avec les violonneux dans les rues, par exemple. Bon. Donc voilà, c'est un constat que je fais qui est un constat en demi-teinte. Moi, je fais des collectes entre 80, je sais pas, je marquais ça, 85, 6 à peu près, 89, 10.
Donc, j'ai que 4 ou 5 ans de collecte, essentiellement sur les violons. À un moment, une fois, je suis allé voir, mais ça, je l'ai quasiment pas connu, moi, Ulysse Salès avec Xavier. Il y a Joseph Roméo, violoniste gascon, mais installé ensuite dans la région toulousaine, que j'ai beaucoup mieux connu, qui était quelqu'un de tout à fait particulier, extrêmement intéressant, parce que, comme disait Daniel Fabre, lui, s'était emparé de l'écriture. Et ce type qui était de l'oralité la plus totale, analphabète, d'une famille d'émigrés espagnols, avait appris plusieurs langues, était devenu un poète, avait traduit des livres de l'espagnol au français, et surtout s'était autocollecté entièrement, il avait laissé une œuvre d'autocollecte, à la fois sonore et graphique. C'est quelqu'un quand même, c'est assez remarquable de voir ça, enfin moi j'ai beaucoup de... C'est très surprenant et j'ai beaucoup d'admiration pour ça, qui était allé jusqu'à dessiner la chorégraphie des danses qu'il animait au violon dans les balles, balle après balle. C'est-à-dire qu'il avait montré les cahiers de telle balle, par exemple à la Montjoie en 1923, etc., où il me disait, voilà, le violon, le rondeau était dansé comme ça, il y avait tant de personnes, etc. Il notait tout. C'est quelqu'un qui a tenu un journal personnel de sa vie, mais aussi de sa vie de musicien, de ménétrier, de violoniste. Et ça, c'est quand même assez remarquable, et qui s'était auto-collecté, puisque quand j'avais rencontré, moi, il était très cardiaque, il pouvait plus jouer du violon. Il avait eu l'intelligence de s'enregistrer au moment où il pouvait encore tenir l'archet et jouer du violon. Avec un discours patrimonial. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Des gens qui sont clairvoyants et 30 ans avant, qui vous disent à la fin de la 4e ou 5e cassette d'1h30, je sais pas, il a mis tout son répertoire. Il avait mis c'était moi, Joseph Roméo, je me suis enregistré et j'espère laisser pour les générations à venir le témoignage, etc. Choses qui sont extrêmement émouvantes. Alors, j'ai ce rapport, voilà, ce rapport un peu partiel, un peu ému, hein, je dois dire. Mais tout ça, c'est toujours fait en fonction des hasards et en même temps, l'un a toujours éclairé l'autre. Et pour moi, la recherche historique a éclairé la collecte et la collecte a éclairé la recherche historique.